Retrouvez les rendez-vous du circuit avec la région des Pays de la Loire. Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez rendez-vous au circuit tous les jours et en ce jeudi 19 août, jour des 3e essais libres. Il s'en est passé des choses. Ça va commencer fort dans l'actu que l'on vous propose aujourd'hui puisque Toyota a été en tête lors des essais qualificatifs mercredi soir, dans la nuit. Ils ont fini premier au classement et retentissement comme on en connaît sur ce circuit des 24 heures du Mans lors des essais de ce jeudi après-midi, les essais libres. La numéro 8 que nous voyons derrière nous de Toyota s'est crashé. Résultat, Alpine passe en tête. Bref, tout se joue à la minute, rien n'est joué sur ce circuit, vous le verrez, ça c'est pour l'actu. Évidemment l'actualité aussi aujourd'hui, c'était Arnage dans la course. Arnage, la seule commune autour du circuit qui a maintenu un événement populaire et vous allez le voir, il y avait du monde. Enfin, deuxième partie, entretien avec François Lassalle, consultant, expert en nouvelles technologies. Il vient depuis 50 ans sur ce circuit pour voir l'évolution des technologies des véhicules et de la voiture en général. Il organise en ce moment même une convention d'affaires au Technoparc du Mans. Et puis, vous le savez, à la fin de l'émission, une partie magazine. Mais ça, je vous en reparle tout à l'heure. Les essais libres de jeudi nous ont réservé leur lot de surprises. Toyota arrivait largement en tête des essais qualificatifs de mercredi soir et suit cet après-midi une sortie de route de sa numéro 8 à Indianapolis avec Nakajima au volant. À noter également le crash chez Idexport sur la voiture numéro 17 qui part toute seule à la faute avant la courbe Dunlop. Une sortie de route quasi similaire d'ailleurs pour la Dragon Speed numéro 21 en LMP2 à l'approche de la courbe Dunlop. Trio de tête à la fin des essais libres de jeudi, Alpine, suivi de Toyota numéro 7 et 8 et enfin la numéro 708 de Glickenhaus. Nous avons rencontré le pilote Romain Dumas. On roule beaucoup plus que les autres années si on regarde. Nous, on a déjà mis tout pour la course, là, c'est-à-dire donc les pièces de course, etc. etc. Donc néanmoins, on a un petit problème que l'on n'avait pas avant, qu'on doit fixer pour ce soir pour la qualification ou pour après les essais de nuit. Mais on espère trouver un petit problème au moteur. Mais sinon, jusqu'à là, on est plutôt pas mal prêt. Un podium, ça serait le rêve. Après, il ne faut pas oublier que c'est la première année. Vous savez, comme je dis toujours, les grandes marques qui arrivent la première année au Mans, souvent ils tombent en panne et à minuit ils ont fermé le rideau. Donc si on est quand même assez logique, il faut garder les pieds sur terre, mais on va essayer d'aller le plus loin possible. Si on a un bon petit rythme, après on va voir. Vous avez vu là, dans la séance, il y a beaucoup de sorties de route. Il y en aura beaucoup ce week-end aussi. Il faut essayer de ne pas faire d'erreur et rouler à notre rythme. Puis après on verra, on n'aura pas le rythme des Toyota, c'est sûr, mais à Monza, on a pu à un moment donné se mettre un petit peu dans les devants. Là, ça sera sûrement plus compliqué, mais il faut qu'on roule à notre main et on verra. Retour sur les essais qualificatifs de mercredi soir. Lors de ses premiers essais qualificatifs, Toyota s'est imposé avec sa numéro 7, suivi de l'Alpine et de la Toyota numéro 8. Glickenhaus continue sur sa lancée et se positionne en 4e position, suivi des LMP2 de Jota et G-Drive Racing. Lors de ces essais de mercredi, 23 voitures se sont qualifiées pour l'Hyperpole. Cette séance d'une demi-heure a lieu ce jeudi soir de 21h à 21h30. Elle nous donnera l'ordre de départ de cette 89e édition. C'est le rendez-vous de la famille de l'automobile en Sarthe. Ce mercredi, Arnage dans la course a fait la part belle aux voitures d'exception. En tout, c'est 110 modèles qui sont exposés. Vous avez Jean-Bernard Bouvet qui est un pilote, vous avez Jean-René Defournou, vous avez Michel Pérou, vous avez le CERT avec Dominique Mélian, vous avez les gens qui font les rallyes et les championnats TT. C'est un peu la grande famille. Vous avez Romain Angebault qui est le constructeur de voitures des Fumio, je ne sais pas si vous connaissez, qui se trouve à Allonne. Et donc ça méritait. On a un constructeur de voitures de course et c'était important qu'il soit présent aujourd'hui. Cette année, Arnage dans la course était le seul événement en dehors du circuit pour les 24 heures. Un événement organisé par l'association Les Mille Pattes et la mairie d'Arnage. Je suis avec Franck
François Lassalle, spécialiste, expert dans l'innovation automobile. Vous organisez une convention d'affaires en ce moment pendant les 24 heures sur ces sujets-là. Mais avant tout, je voudrais qu'on parle, vous et moi, de ce lieu d'innovation depuis bientôt 100 ans. Le circuit des 24 heures du Mans. Effectivement, le circuit de la Sarthe est un terrain d'innovation extrêmement important depuis le début du siècle dernier, c'est-à-dire en fait un laboratoire à ciel ouvert, où il y a des innovations qui sont d'abord expérimentées sur des véhicules, des voitures de sport automobile, avant ensuite de les retrouver sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. L'illustration la plus parlante en ce moment, là, au moment où on parle, lors de cette 89e édition, c'est le projet H24. En 2024, on souhaite pouvoir faire courir vraiment une catégorie hydrogène. Ça paraît passionnant pour le spécialiste des technologies que vous êtes. Oui, c'est extrêmement passionnant parce que l'hydrogène est un vecteur d'énergie qui est récent. Enfin, ou plutôt qui a été remis, je dirais, au goût du jour alors qu'il n'est pas récent. Mais avec des recherches, avec de la technologie nouvelle, on est capable maintenant de penser réellement que dans les années qui viennent, on va pouvoir l'utiliser au même titre que l'on utilise aujourd'hui les carburants comme l'essence, le diesel et l'électrique. Et qu'est-ce qu'on teste sur le circuit avec des véhicules comme cela ? Les premières innovations, et on n'en parle pas très souvent, concernent notamment le revêtement sur la ligne droite des Hunaudières en 1927, où il y a eu un nouveau revêtement qui a été testé, parce qu'à l'époque, il faut quand même savoir que le circuit était en terre battue, avec des pierres, des cailloux. Ce n'était pas forcément évident à l'époque. Et à partir de 1927, se sont enchaînées pendant un certain nombre d'années jusqu'à aujourd'hui des innovations comme la traction avant, l'aérodynamisme, les phares à iode, les turbos en 1974. Un très grand nombre d'expérimentations jusqu'au début des années 2000 où on a vu arriver les possibilités en diesel et puis également en hydrogène pour 2024, comme vous le disiez, mais déjà maintenant d'une manière très courante avec Toyota, avec Audi, dans le passé avec Porsche, pour des combinaisons entre l'électrique et le conventionnel. En tant qu'organisateur d'une convention d'affaires, on parle de ces technologies, de ces développements avec les gens qui participent à cette convention en ce moment ? Oui, on a des experts dans différents secteurs d'activité qui, à partir de technologies existantes, inventent et font des sauts technologiques pour arriver à avoir de nouvelles innovations qui seront sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde dans un certain nombre d'années. Et là, il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir. Il faut que ce soit transposable industriellement par rapport à ce que l'on fait sur des voitures de course. Parce que je dirais qu'on peut faire avoir un grand nombre de solutions, c'est des voitures de course, mais il y a toujours la question du coût. Il y a la question de la production pour que ça arrive jusque dans nos voitures. Et puis surtout, il y a l'information, la collection de données que l'on peut faire, la veille technologique, et puis également les échanges entre les participants à cette convention, et puis également donner la possibilité d'assistance technico-commerciale et des sociétés pour se développer, notamment des PME, qui sont dans des domaines pas que l'automobile et le sport automobile, puisqu'on voit qu'il y a des passerelles entre l'automobile, le sport automobile, mais aussi l'aéronautique. Ça peut être le ferroviaire. On a des participants qui viennent de chez Alstom, de Bombardier. Donc beaucoup de secteurs, là où il y a, je dirais, des moteurs, sont intéressés, vous le savez très bien, par ces nouvelles technologies. Après le développement et les nouvelles technologies qu'on vient d'évoquer, retour au basique dans notre partie magazine, le SRP Compétition Fun Cup 24 heures. Un team sartois de karting qui se lance dans la compétition, mais sur coccinelle, puisqu'il participe à la Fun Cup de cette édition. Et puis retour début juillet sur l'Historic Racing, sur ce circuit. Peter Otto, organisateur d'un grand rassemblement de vieilles voitures, encore une fois, que des passionnés.
Il se lance dans une nouvelle aventure. Après 10 ans de karting, le SRP Compétition s'attaque à l'automobile. Le Sartois Anthony Perrin est engagé avec 4 coéquipiers sur la course d'ouverture des 24 heures du Mans en Fun Cup. Quand on commence le kart, je crois qu'on a tous envie de faire du sport auto à terme. Nous, on est du Mans. On a fait les 24 heures du Mans karting en open, en international. Et c'est vrai que de pouvoir aujourd'hui faire de la voiture et d'avoir un projet qui se construit autour des 24 heures du Mans auto, forcément, ça fait rêver. Au-delà d'un coût financier plus important, c'est toute une gestion de course et de pilotage qu'il a fallu adapter. D'une structure de kart à 150 kg, les pilotes passent sur un véhicule qui en pèse désormais 750. Ils en ont fait l'expérience lors des 12 heures de Manicourt en mai dernier. Donc nous, on est habitué à doubler un peu, faire le forcing pour doubler. Donc là, en voiture, ça change un petit peu la donne. Il y a déjà des questions de balance de frein, des choses auxquelles on n'était pas habitué en karting. Et puis après, c'est surtout notre pilotage qui est un petit peu à affiner. C'est vrai que nous, en kart, le phénomène d'aspiration, etc., c'est quand même moins présent. Et là, en voiture, quand on a roulé à Manicourt, il y a quand même des grandes lignes droites, celle d'Adélaïde en particulier, où voilà, il y a tout ce phénomène d'aspiration qui rentre en ligne de compte. Donc clairement, pour nous, en termes de pilotage, c'est différent. Mais voilà, on retrouve quand même des similitudes. Et puis une fois qu'on a mis, comme on dit vulgairement, les fesses dans la voiture, on retrouve notre instinct de pilote, l'envie de dépasser et de progresser. Et puis ce qui change aussi, avant tout, c'est les circuits. On est habitué à des circuits qui font environ 1 km. Et là, on est plutôt sur des circuits qui font 4-5 km. Donc c'est complètement différent, mais c'est juste magique. Si l'équipe reste la même, le matériel est différent. Le SRP s'est entouré d'un nouveau staff mécanique pour gérer la Fun Cup Volkswagen prêtée par Jean-René de Fournoux. Ce qui est vraiment bien pour nous en tant que team, c'est qu'on a une grosse marge de projection sur des pilotes comme ça qui viennent du kart, qui ont déjà du talent et qui sont bons dans le kart. Et en général, quand un pilote est bon en kart, quand il passe à l'auto, il y a toujours un moment d'adaptation, ce qui est normal, parce que ce n'est pas le même produit, le même pilotage. Mais en général, quand on est bon en kart, quand on arrive en auto, on est bon aussi, quoi. Dans cette catégorie où ne s'affrontent qu'un même modèle de véhicule, Anthony Perrin, Hugo Bach, Vincent Bouteiller, Léo Pinquier et Julien Béguin se relaieront durant 5 heures vendredi 20 août sur les 13 km du mythique circuit des 24 heures. Nous, on est là, comme on a commencé en kart aussi, pour découvrir, pour apprendre. Alors, on progresse vite et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, pas encore à jouer la gagne. Mais ouais, on étudie un petit peu les équipes qu'il y a autour. Et puis, de toute manière, on sera là avant tout pour se faire plaisir. Rouler sur le grand circuit du Mans, voilà, en tant que Manceau, ce sera déjà quelque chose de grandiose. L'an prochain, le SRP souhaite s'engager sur 5 courses en Fun Cup avant de s'attaquer à un programme d'endurance plus complet pour progresser. Il y avait pendant 2 jours sur le circuit Bugatti comme un air du temps d'avant. C'est une X9 des années 70-80. Là, c'est le dernier modèle, le Burton. Après 19 mois de course à huis clos, 5000 spectateurs ont pu pénétrer dans l'enceinte du circuit. Ah, c'est merveilleux, c'est grandiose. Pour entrer, il fallait montrer patte blanche, passe sanitaire obligatoire pour tout le monde. Mais une fois à l'intérieur, les sensations d'avant sont vite revenues. Le retour du public marquait aussi le retour du village. Certains exposants ont pu enfin revenir après plus d'1 an et demi d'absence. Un bonheur absolu, voilà, un lieu magique, un nom qui fait rêver le monde entier. Et puis être entouré que de passionnés, d'automobiles magnifiques, plus belles les unes que les autres. Donc c'est le paradis. Et les inconditionnels attendent le Mans Classique qui aura lieu, chose exceptionnelle, 2 années de suite, en 2022 et en 2023, pour le centenaire des 24 heures du Mans. Et là, on est dans les starting blocks, on attend vraiment l'année prochaine. Et l'année d'après, en plus, on a 2 années de suite, je pense qu'on va se rattraper là. Le public devrait, comme toujours, être au rendez-vous, fixé début juillet 2022. Voilà, l'émission de ce jeudi 19 août s'achève. J'espère que vous l'avez apprécié autant qu'on a apprécié à la faire. Vous voyez, on se promène, on fait un tour de petit train pour terminer notre journée. On vous le promet, demain, vendredi, les résultats de l'Hyperpole qui a lieu ce soir et puis les essais qualificatifs la nuit. Nous y serons et nous allons vous la faire vivre au mieux. À demain pour les rendez-vous du circuit.
Retrouvez les rendez-vous du circuit avec la région des Pays de la Loire.